Salut, c'est Tony sur Altmedia. Aujourd'hui, vidéo très spéciale avec plusieurs invités, mais c'est pas en ça que cette vidéo est importante. Aujourd'hui, on va parler du plus gros scandale judiciaire du siècle, du plus grand journaliste du siècle et du traitement de cette affaire par les médias mainstream et alternatifs. Aujourd'hui, on parle de l'affaire Assange. Avant de laisser la parole aux intervenants, un bref rappel des faits. Tout d'abord, qui est Julian Assange? Né à Townsville en Australie au début des années 70, Assange se découvre une passion pour l'informatique dès l'adolescence. À cette époque, il s'amuse à pénétrer la cybersécurité de plusieurs multinationales sans voler ni biens ni informations, laissant simplement des messages du style s'il vous plaît, n'appelez pas la police. Il dira de ses escapades qu'elle lui procurait le sentiment de se trouver seul au milieu d'une cathédrale en plein milieu de la nuit. Et personnellement, je trouve ça assez poétique. Mais ce n'est pas dans le hacking qu'Assange est devenu une légende, mais bien dans le journalisme, en créant en 2006 le site web Wikileaks. Wikileaks a révolutionné le monde du journalisme, et ce grâce à un point fondamental, un maître mot: l'anonymat. Le mécanisme du site permettait d'y envoyer des dossiers de manière totalement anonyme. De leur côté, les journalistes de Wikileaks vérifiaient la fiabilité des documents qui leur étaient transmis, puis les publiaient une fois les processus de vérification achevés. On parle de plus de 10 millions de documents officiels publiés par Wikileaks. Alors évidemment, c'est pantagruélique, mais c'est absolument pas le plus impressionnant. Ce qui est vraiment dingue, c'est que parmi ces millions de documents, aucun n'a été remis en cause. Et là, on se rend compte de l'immense qualité du travail de vérification fourni par les équipes de Wikileaks. Ce système, cette façon de faire, cette révolution, appelez ça comme vous voudrez, a apporté deux choses fondamentales dans le monde de l'information. En un, la possibilité pour des lanceurs d'alerte de faire fuiter des documents officiels de l'intérieur sans risquer la mort ou la prison. Bien qu'évidemment, ça reste quand même vachement risqué, c'était l'assurance pour eux d'être publiés en tout anonymat. Et en deux, la peur. La peur pour quiconque se permettant de commettre des exactions sous couvert d'une prétendue opacité gouvernementale. Et ce deuxième point atteint son paroxysme en 2010 lorsque Wikileaks publie sans doute leur vidéo la plus connue, Collateral Murders. Sur ces images filmées par la caméra d'un hélicoptère américain, le meurtre de deux journalistes de Reuters par ce même hélicoptère. Et comme les Américains ne font jamais les choses à moitié, ils attendent même l'arrivée des ambulanciers venus porter secours aux civils et leur tirent également dessus. Alors vous imaginez bien que là, Oncle Sam, il se dit Wikileaks commence un peu à nous péter les pruneaux. Assange commence à craindre pour sa sécurité, il est au courant que les États-Unis veulent sa peau, mais continue quand bien même son travail avec Wikileaks et donne des conférences partout en Europe. Et c'est lors d'un voyage en Suède, pays où il projette d'ailleurs de s'installer, que les ennuis démarrent. Il est convoqué par la police suédoise car deux femmes avec qui il a eu des relations sexuelles non protégées veulent le contraindre à faire un dépistage du VIH, ce qu'il acceptera volontiers. Il reste un temps dans le pays, puis demande à la justice suédoise l'autorisation de quitter le territoire. Une fois l'autorisation reçue, il s'envole pour Londres. Quelques temps plus tard, une enquête préliminaire est ouverte par une procureure suédoise qui cherche à interroger Assange. Elle estime que les dépositions des deux femmes évoquées précédemment pourraient laisser penser à une forme d'agression sexuelle. Et elle insiste étrangement pour l'interroger sur le sol suédois. Pas de visioconférence, pas de déplacement à Londres, il doit se rendre en Suède. Assange, n'étant pas né de la dernière pluie, accepte, mais à la condition d'avoir l'assurance de ne pas être extradé vers les États-Unis une fois sur le sol suédois. Mais il se heurte à un véritable mur, impossible d'obtenir une promesse de non-extradition. Il reste donc au Royaume-Uni jusqu'à ce que la procureure suédoise émette un mandat d'arrêt international contre lui. Il est alors arrêté par les autorités britanniques jusqu'à ce qu'un ami paie sa caution. À la suite de quoi il se voit libéré mais confiné à résidence à Londres avec bracelet électronique et obligation de pointer tous les soirs au commissariat. Cependant, un soir Assange ne va pas pointer au commissariat et la justice britannique compte bien le lui faire payer très cher. Il se réfugie donc à l'ambassade d'Équateur où il est, pour le moment, le bienvenu. A noter que l'ambassade doit faire en tout et pour tout 70 mètres carrés et qu'il y restera enfermé 7 ans. L'ambassade devient alors l'ambassade la plus surveillée au monde, il est constamment harcelé, constamment surveillé. Le gouvernement britannique lui refusera même le corridor humanitaire lorsqu'il aura besoin de se rendre à l'hôpital. Et pour ne rien arranger, en Équateur, le président Lénine Moreno passe au pouvoir, et le moins qu'on puisse dire à propos de Moreno, c'est qu'il ne porte pas vraiment Assange dans son cœur. Rien d'étonnant, car Assange et Wikileaks venaient de commencer à mettre leur nez dans la politique équatorienne. La qualité de vie d'Assange à l'ambassade se verra donc considérablement impactée par ce changement de régime. On commence par remplacer le personnel par un staff beaucoup plus agressif, puis on lui retire ses couvertures ainsi que ses rasoirs, on lui coupe également le chauffage, on insère des billes de métal dans sa nourriture afin de lui briser les dents, et je rappelle qu'il n'a pas accès à l'hôpital. Il a des problèmes aux articulations, des problèmes cardiaques, plusieurs médecins statuent de l'urgence de sa situation, mais rien n'est fait. Assange croupit dans l'ambassade jusqu'au 11 avril 2019, date à laquelle Moreno le déchoit de la nationalité équatorienne et met fin à son droit d'asile. Il est arrêté immédiatement et avec pas mal de zèle par les autorités britanniques, puis est placé en détention dans la prison de haute sécurité
sécurité de Belmarsh. Oui, une prison de haute sécurité pour avoir violé une conditionnelle. C'est peu commun. En 2020, la justice britannique entame la procédure d'examen de la demande d'extradition américaine et on sait très bien que c'était l'unique but de toutes ces manœuvres. Ceux qui prétendent le contraire sont aveugles, dans le meilleur des cas. Les États-Unis lui imputent le crime d'espionnage, ce qui est étonnant car ce serait le premier espion à révéler ses trouvailles au monde entier. Ah, attendez. À moins que ce soit du journalisme. Depuis lors, a lieu une bataille juridique pour savoir si Assange est extradable ou non. En attendant, il est enfermé dans une cellule 23 heures sur 24, constamment éclairé, il est affaibli par un AVC et n'a aucun contact avec les autres détenus. Et tout ça pour avoir eu l'audace de révéler crime et corruption. Alors évidemment, je n'ai pu qu'effleurer toute l'ignominie de cette affaire en si peu de temps. Donc je conseille vivement à ceux qui veulent creuser d'aller regarder les 2 heures d'entretien qu'on a tourné avec Victor Dedage sur cette affaire. Et je vous préviens, plus vous allez creuser, plus vous allez pas lire. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est m'attarder sur un point central de cette affaire, c'est-à-dire son traitement médiatique. Vincent Lapierre du Média pour tous et Guillaume de la chaîne Game Focus ont réalisé un micro-trottoir afin d'évaluer le niveau de connaissance des Parisiens sur l'affaire. Alors je suis parti leur demander quelles conclusions ils en avaient tirées. La première chose qu'il faut dire, c'est que statistiquement, sur l'ensemble des gens qu'on a interrogés, on peut dire qu'il y a à peu près entre 0 et 5% des gens qui connaissent Assange. Dans la rue, en prenant les gens au hasard, sachant qu'on est dans les quartiers nord de Paris, ce qui est peu en soi. Ce qui est la preuve, d'ailleurs, que les médias parlent peu du cas Assange et que les gens, en fait, sont peu informés sur cette situation. Donc, moi, j'ai trouvé ça assez grave, finalement. Pas tant que les gens ne connaissent pas le truc, mais le fait que les médias n'en parlent pas suffisamment au point que les gens soient informés sur Julian Assange. Donc, après, ceux qui connaissent, les 5% qui connaissent l'histoire, je dirais qu'ils sont très peu ceux qui connaissent en précision, tu vois. Il y a des mecs qui te disent « Ouais, c'est un gars qui est enfermé, ça, c'est un journaliste, non, ouais, c'est Assange, ça, Assange, voilà. » Et puis après, terminé, quoi. Ils n'ont pas d'autres infos, tu vois. Ils ont juste vu le truc sur une barre de BFM ou un sujet de 1 minute quelque part sur France 3, mais c'est tout, quoi. En fait, notre micro-trottoir démontre qu'il y a une sous-information sur le sujet Assange, alors que pour moi, c'est un sujet déterminant. Un sujet déterminant de notre époque. Une véritable injustice commise à l'encontre d'un journaliste qui a voulu vraiment opérer une révolution dans le journalisme à travers Wikileaks, qui est persécuté pour ça et pour ce qu'il a pu dévoiler comme information. Et chaque Français devrait avoir connaissance de ça. J'imagine que la plupart des Français ont connaissance de journalistes persécutés en Iran, en Chine, en Russie. Généralement, là-dessus, on a plus d'infos, tu vois. Et quand c'est en Europe, à quelques pas de chez nous, en Angleterre, à Londres, ou un pays en dehors de tout soupçon, on se dit pas qu'à Londres, on persécute des journalistes qui font leur job, tu vois. Et pourtant, si, il y a un journaliste en prison de haute sécurité, dans une cellule, simplement parce qu'il a fait son boulot de journaliste. Et le fait que les Français ne le sachent pas dans leur immense majorité est grave. Moi, je rejoins bien ce que dit Vincent, clairement. J'ai pas été spécialement surpris qu'il y ait tant de gens qui ne le connaissent pas, justement parce que les médias ne font pas ce boulot d'informer là-dessus. Et je trouve que c'est une bonne symbolique concernant en fait, ce qu'on pense du journalisme aujourd'hui. Les gens semblent avoir oublié que le journalisme, c'est pas faire du 13h, c'est pas faire du 20h tous les jours, c'est pas faire des chroniques, c'est pas passer son temps devant, à la télévision, c'est donner l'information au peuple, et c'est censé être sans filtre. Sauf que quand tu as des journalistes comme Assange qui se mettent à risquer leur vie pour dévoiler des crimes contre l'humanité, donc les médias font en sorte de ne pas trop en parler parce qu'ils ont l'impression que ça va déranger un peu les plus hautes autorités. Et les gens, en plus, ne s'y intéressent pas forcément parce que soit ça ne les concerne pas directement dans leur quotidien. J'ai l'impression que c'est un peu ça aussi le problème, c'est un peu le nombrilisme aussi des informations qu'il y a maintenant, c'est que les gens s'intéressent aux infos qui les concernent directement, alors que Assange, c'est vrai qu'en soi, ça ne change pas notre quotidien de savoir qu'il est en prison. Mais pourtant, c'est très grave ce qui se passe. Et c'est du vrai journalisme qu'il a voulu faire. Il y a plein d'autres journalistes qui ont été dans des conditions pareilles, qui ont été disparus, qui ont été tués pour avoir dévoilé des informations compromettantes politiques, et on n'en parle pas beaucoup. Et je me rappelle de quelqu'un qu'on a interrogé, qui du coup, je trouve, relève de cette symbolique, c'est qu'il a dit
Moi, il y a des génocides où il y a des tas de gens qui meurent tous les jours et on me fait chier avec un gars, un seul journaliste qui est en prison, j'en ai rien à foutre, quoi, en gros. Il avait balancé ça. Et Vincent avait dit un truc que je trouve juste, c'est qu'en fait, il faut ces journalistes-là, justement, pour dénoncer les crimes et les génocides que toi, tu veux défendre. Donc toi, tu parles de, oui, il y a des gens qui meurent, machin, mais en fait, c'est des journalistes qui font ce boulot pour dénoncer ces trucs-là. Sans ces journalistes-là, on reste sur quelle est la meilleure galette de l'année par BFM TV, tu vois. Et je trouve ça... J'étais pas surpris qu'on reconnaisse pas Assange comme ça, mais c'est assez triste, ouais, parce que il n'y a pas qu'Assange. Assange, c'est un symbole, vraiment, parce qu'il représente cette injustice qu'on donne au journalisme d'investigation. Et je trouve ça dommage, ouais, qu'on n'y accorde pas plus de crédit et que les gens qui cherchent vraiment à trouver des complots, à essayer de les dénicher, les gens ne s'intéressent pas tant que ça. Je trouve ça dommage. Effectivement, c'est dommage. C'est même déchirant. Bon, alors pas de surprise. Le niveau d'information sur ce qu'on pourrait appeler sans honte le procès du siècle est catastrophique. Vincent et Guillaume, un grand merci à eux, ont évoqué 2 points très importants. Généralement, chacun vit dans sa petite bulle, alors lorsqu'un événement ne vient pas la perturber directement et qu'on ne nous le met pas sous le nez avec insistance, osef un peu. Et c'est tout à fait normal, et ça me permet d'aller au 2e point. Il y a un véritable vide médiatique autour de cette affaire. Les raisons de ce vide, on les connaît. Un peu de corruption, une propagande anti-Assange bien rodée, et le tour est joué. Mais comment on y pallie? Johan du Canard Réfractaire a réalisé une vidéo afin de critiquer le silence des créateurs indépendants. Alors je suis parti lui demander comment, selon lui, il fallait aborder le sujet. Je pense que l'enjeu, ça va pas être de motiver de toute façon les médias mainstream, parce qu'à mon avis, s'ils n'en parlent pas jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a des raisons derrière, c'est qu'il y a une structure idéologique derrière, et que les médias aujourd'hui, par plein de principes de qui possède les médias, de comment est-ce qu'ils sont hiérarchisés, de l'idéologie bourgeoise dans laquelle ils sont machin. Il ne faut pas compter sur eux pour faire le boulot sur Assange, comme il ne faut pas compter sur eux pour faire le boulot sur Cuba ou sur tous les sujets importants comme ça. Pour Blanquer et Ibiza, ils le font, mais sur Assange, ils ne le feront pas. Donc si tu comptes là-dessus, tu n'auras rien. Par contre, là où c'est intéressant, c'est que tu as eu donc beaucoup de vagues de créateurs d'automédias qui ont commencé avec les blogs à l'époque, beaucoup réappropriés par la gauche radicale, avec Mediapart, Reporter, machin. Et il y a eu aujourd'hui, il y a 2-3 générations aujourd'hui de vidéastes sur Internet qui font de la politique et qui, eux, pour plein de raisons, sont beaucoup plus indépendants de ce système-là, même s'ils en font beaucoup référence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir beaucoup de youtubeurs qui vont reprendre juste les sujets qui sont repris par la télé en faisant la critique de ça et qui ne vont pas inventer leur propre actualité. Et pourtant, ils ont les moyens de le faire parce qu'ils ont l'indépendance de le faire. C'est juste qu'il faut créer la culture alternative qui permette d'amener un sujet comme ça sur la table et que tout le monde le comprenne. Donc c'est-à-dire qu'il faut réussir à poser sur la table des sujets que la télé ne va pas amener. Et une fois qu'on arrivera à poser ces sujets-là sur la table, et que ça deviendra un peu universel dans ce petit milieu-là, on aura gagné une vraie guerre contre les médias, parce que ce sera nous qui vont pouvoir imposer les sujets, c'est nous qui vont imposer le calendrier, et on va pouvoir être véritablement subversifs, et arrêter juste de rager sur Macron parce qu'il a dit ci ou ça, ou parce que Blanquer est allé à l'Ibiza. On met de côté les médias mainstream bourgeois, on s'en bat les couilles, ils ne feront jamais rien. Par contre, on se concentre sur les créateurs parce qu'eux, ils peuvent avoir ce discours-là. Et je pense que pour une grande partie, ça ne s'explique pas par la trahison qu'ils auraient, une trahison de classe un peu qu'ils auraient, ou alors avec des milliardaires qui les paieraient ou pas. C'est pas cette situation-là. Je crois que pour beaucoup, et ça a été notamment le cas du Canard, c'est plus de la méconnaissance du sujet et de l'importance de ce sujet-là qui fait que ça en parle pas. Et du coup, parce que moi avant je connaissais pas du tout Assange, je connaissais pas du tout Cuba, alors que je viens d'un milieu de gauche normalement, gauche radicale, tout ça. Et donc c'est quand même surprenant, si moi je n'en ai pas entendu parler, que j'ai pas eu l'importance, si d'autres personnes qui sont pas de ces milieux-là, alternatifs, etc., c'est normal qu'ils l'ont pas, donc il faut l'apporter, donc il faut faire ce travail-là. Et sur YouTube, ce qui est intéressant, c'est essayer de rentrer dans la culture de YouTube, c'est-à-dire de ne pas juste faire une conférence qui dure 2 heures sur Julian Assange, c'est-à-dire reprendre les codes-là, quitte à aller volontairement au clash, et de transformer ce qu'on pourrait appeler une espèce de tristesse ou de frustration ou d'impuissance sur le cas Assange en une puissance qui dit « les frérots, Assange il est là, on ne va pas pouvoir passer autrement, on va clasher là-dessus tant que vous n'en parlerez pas ». Et tenir un peu cette ligne-là pour imposer Assange dans le discours, pour imposer le clivage, pour que les gens se positionnent. Et c'est un vrai révélateur en vrai. Parce que ce qui est intéressant sur le sujet de Assange, c'est que qu'importe dans quel bout tu le prends, c'est un scandale. Tu vois, si on prend l'exemple, allez vas-y, on va concéder, on va faire grincer des dents Victor Dedage, on va dire que Cuba, c'est pas la même chose. Cuba, tu vois, tu le poses et il y a un mec qui vont dire oui, mais parti unique, oui, machin, tu vois, c'est plus dur à défendre. Assange, quand tu connais l'affaire, c'est un scandale permanent, quoi qu'il arrive.
C'est la pureté de l'ingérence états-unienne, de l'impérialisme états-unien. Tout y est. Et quand tu poses ça sur la table, tu poses les vraies questions. Tu dis pas, est-ce que tu es de gauche, de droite, de machin, ton rapport à machin. Non, tu dis, il y a le journaliste le plus puissant, le plus pertinent, qui a fait trembler les États-Unis, qui est aujourd'hui enfermé depuis 10 ans. Ce cas-là, personne n'en parle. Dans aucun média, personne n'en parle. Tous les journalistes qui devraient prendre position pour lui, ils n'en parlent pas. C'est une affaire immensément importante qui permet de penser et la critique des médias et le rôle de l'impérialisme états-unien et du coup de la politique en général. Eh ben, mettons-le. C'est quand même un cas suffisamment fort pour qu'on se l'approprie. Et je crois que on n'a pas du tout atteint aujourd'hui la limite de ce qui est possible de faire avec Julian Assange. Parce que la seule chose qu'on a aujourd'hui, c'est ce que Victor Dédage a réussi à faire. J'exagère un peu, mais c'est quasiment ça. Du coup, il y a un Dédage, il a monté la barre à 10%, c'est à nous de reprendre le discours et de faire plein de trucs différents pour la monter au 100%. Une fois qu'on aura fait le 100%, on va pouvoir construire énormément de discours politiques autour de tout ça. Et voilà. Après, est-ce qu'on va sauver Assange? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce serait lui rendre honneur de faire ce travail politique-là. Moi, il y a une théorie que j'aime bien. Je pense que je la reprends de Dédage sans le savoir, c'est de poser le clivage et de dire tous les journalistes qui ne prennent pas position en faveur d'Assange sont des traîtres. Donc, il y a des éthiciens qui vont venir et qui vont dire oui, mais non, c'est plus compliqué. Non, tu tiens le truc des si tu ne prends pas position sur Julian Assange, tu es un traître. Et tu connais ton dossier. Du coup, lui, il va te répondre des arguments pourris. Porte-plainte pour viol, mes couilles, il a mis en danger des gens, machin. Argent russe, évidemment. Les 3 trucs qui reviennent tout le temps. Toi, tu connais ton dossier, tu vas le contredire là-dessus et tu vas imposer le débat. C'est un grand discours sur le populisme qui est un autre sujet dont on ne va pas parler ici. Mais aujourd'hui, on est un peu dans une grande confusion avec Internet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul organe ou quelques organes qui font la culture politique. Tu as énormément de gens sur Internet qui font énormément de culture politique et le militant d'aujourd'hui, il prend de partout et c'est le bordel le plus complet. Il n'y a personne qui impose les thèmes, il n'y a personne qui impose les mots, c'est pour ça que le clivage aujourd'hui gauche-droite est totalement inopérant. C'est parce que tu as autant de définitions du mot gauche qui sont définies par les gens, alors qu'avant tu avais le PCF et le PS par exemple qui donnaient les lignes. Il faut faire comme en terminale, définissons les termes. Définissons les termes. Mais tu peux toi définir un terme du mot gauche, mais le fait que l'autre, il n'ait pas le même terme et qu'il n'y a rien pour dire, il n'y a pas une institution de la gauche pour dire la définition de la gauche c'est ça, alors qu'avant tu avais le PCF, avant tu avais le PS, du coup ça ne sert plus à rien. Du coup il faut trouver des repères qui soient des repères factuels, qui ne soient pas des repères idéologiques, du coup confus, subjectifs, comme pouvaient être la gauche et la droite, il faut prendre des trucs réels. L'affaire Assange c'est quelque chose de réel, et ça permet de poser le clivage, et ça permet de construire la pensée. Et aujourd'hui je pense que créer une culture politique à partir du cas Assange, t'en ressortiras que des trucs bien. De l'anti-impérialisme, de la démocratie, de la transparence, du vrai journalisme, etc., etc. Il y a une tech qui ferait plaisir à Vincent Lapierre, pour le coup, qui est de dire, aujourd'hui on est face à 2 grands phénomènes, qui est les médias de masse, c'est des enfoirés, c'est des connards, tous des traîtres, ok, je veux dire 80, c'est vrai, tu vois. De l'autre côté, tu as des médias complotistes, on leur donne plus ou moins d'importance, tout ça. Et du coup, la troisième voie à ça, c'est pas de dire il faut faire confiance aux médias mainstream et être un peu critique, c'est pas il faut faire un peu du complotisme en étant peu... Non, c'est de dire le besoin qu'on a face au néant journalistique et au néant journalistique, c'est plus de journalisme. Et Julian Assange offrait cette opportunité. À la fois, il court-circuitait les médias mainstream parce que Wikileaks, tout ce que tu as expliqué dans la vidéo, j'imagine, et il court-circutait les médias complotistes parce que c'était de la réalité de ce qu'il disait. C'était pas des théories fumeuses sorties de n'importe... C'est la réalité, c'est les documents. À partir de ça, on peut travailler. Et donc, si tu veux sauver le journalisme, dans une époque où il est maltraité de partout, Julian Assange, c'est aussi un bon point de repère. Donc, à mon avis, on gagnerait à le poser ça et autre chose, mais en tout cas, lui, à le poser dans le centre débat parce que ça fait de la formation politique, parce que ça fait un pilier sur lequel se reposer et articuler nos pensées. Notre devoir, je pense, c'est de remettre de l'énergie, remettre de la... Ah putain, je ne veux pas parler comme un macroniste. Attends, j'ai réfléchi. Remettre de l'énergie, de la possibilité. Je vais la garder. Yes. Tu vois, dès que tu sais pas quoi dire, tu commences à parler Macron, quoi. C'est terrible. Comme je disais, du coup, il faut multiplier toutes les approches sur Julian Assange. Toutes les approches. On a essayé les conférences, c'est très bien, ça fait son taf. Il faut essayer maintenant toutes les approches et c'est notre rôle à nous de le faire, à travers les clashs et tout ça. Par contre, la vidéo dont tu parles, c'est une vidéo qui a été... C'est un peu paradoxal. C'est à la fois la mise en scène de la frustration et de la puissance. C'est genre, niquez vos mères, vous avez laissé Julian Assange se faire buter, parce que c'est quasiment ce qui s'est passé. Même si c'est pas encore officiel, c'est quasiment ce qui s'est passé. Le mec, il a eu un AVC juste avant le tournage en plus, enfin bref. Mais en même temps, c'est aussi une nouvelle approche de dire,
ok, Julian Assange, il y a ce cas de Julian Assange là, mais on va tenter d'autres formes pour essayer de sortir de là, et surtout pour renouveler la lutte pour sortir Julian Assange de là, et de faire la critique de ce qui est déjà fait, qui se transforme peut-être un petit peu en espèce de... Comment dire? La frustration, elle dure depuis tellement longtemps pour ces gens-là, que forcément, quand ils y vont un peu par réflexe, ils y vont par honneur, mais ils y vont plus avec créativité et artisticité. Compliqué. Et c'est là où je pense qu'il faut apporter un nouveau truc, en disant... L'affaire Julian Assange ne doit pas juste être un support de frustration, l'affaire Julian Assange doit être un support de création politique et de création artistique. Il faut toujours avoir une pensée artistique, mais là encore plus, pour essayer de tenter autre chose, et c'est à nous de le faire. Parce que Victor Dedage, il ne fera que ce qu'il sait faire, il le fait très bien, mais c'est pas lui qui va faire une vidéo de 10 minutes là-dessus pour expliquer Assange, c'est pas lui qui va utiliser des émotions de la colère, le machin, ça va être à nous de le faire. Il faut renouveler ça, pour pas laisser les petits papis désabusés gérer le truc, et de se réapproprier le machin. Et c'est ça aussi l'enjeu de notre action. Et pour nous rassurer, tout ce qui a été fait sur Assange aujourd'hui en France est dû d'un seul homme. Donc si on est 4-5, un peu motivés, un peu jeunes, machin, à reprendre le truc, on va faire des folies, quoi. Bossez vos sujets et parlez-en comme personne n'en a jamais parlé. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. On a le fond, on a l'argumentatif, il nous faut du forme, il nous faut des affects différents. Et puis il faut bosser, quoi. Soyez créatifs. Soyez créatifs, on est là pour ça, c'est notre job. Victor Dedage, il fait le job de journaliste, mais nous, on fait le job de mise en forme. Je pense qu'il y a une double tech qui est un peu chelou aussi. De 1, on n'a pas besoin d'espoir pour agir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est très probablement des débiles, et qu'on ne comprend pas tout ce qui va se passer, et que l'histoire est totalement imprévisible, donc on ne sait pas ce qui va se passer avec Julian Assange, et c'est pareil sur tous les sujets. Donc c'est pas parce qu'on a l'impression de nos émotions, de nos machins, que ça va pas le faire, que ça va pas le faire. Il faut faire le boulot, parce qu'au pire des cas, ça marche, au pire des cas. Et deuxièmement, même si ça ne marche pas, comme je disais, on va faire un travail politique avec ça et on va lui rendre honneur. Donc dans les deux cas, il faut agir comme si on pouvait le faire, parce qu'on va peut-être le faire, et si on ne le fait pas, on fera quand même quelque chose de bien. Un grand merci à toi, Yoann. Bon alors, je crois qu'on peut dire que tout le monde est d'accord sur un point, on ne peut pas faire confiance aux médias mainstream. Nous devons miser sur les créateurs. Tout à l'heure, on a parlé du peu d'impact que l'affaire Assange avait sur le quotidien des Français. Et c'est une réalité, mais les créateurs, eux, ont un accès direct à leur quotidien. Je partage totalement l'avis de Yoann lorsqu'il dit que leur silence est dû au manque flagrant d'informations sur le sujet. Et je partage également son discours sur la forme. Les entretiens et les conférences sont de très bons formats. Mais lorsqu'on parle de l'affaire Assange, il est nécessaire de réaliser des vidéos plus abordables. Utiliser la dynamique du clash, comme chez le Canard Réfractaire, ou encore celle des feats, comme sur Altmedia. Bref, il faut produire du contenu et utiliser tous les angles possibles afin de faire connaître l'urgence de cette situation. Le plus grand journaliste de tous les temps est enfermé depuis 10 piges et tout le monde s'en branle. Alors si vous trouvez ça important, allez vous informer sur le sujet. Allez regarder les vidéos du Média pour tous, du Canard Réfractaire et de Game Focus. N'hésitez pas à partager chaque vidéo, chaque article décent à propos de cette affaire. Pas pour les journalistes, pas pour les créateurs, mais pour Julian Assange. L'homme qui risque sa vie depuis 10 ans pour votre droit à savoir, pour dénicher la corruption et les complots, les vrais complots. N'oubliez jamais que chaque prétendu détenteur de vérité, dénonciateur de complots, faisant sa popote depuis des années en se gavant de l'argent de ses fidèles, se fout probablement royalement de votre gueule. Celui qui révèle les complots, il finit pas dans une situation d'oisiveté. Il finit dans une cellule de 3 mètres par 4. C'est le monde dans lequel on vit. Moi je vous dis salut, à la prochaine sur Almedia, et vive Julian Assange.